Bienvenue à l'émission CIBL reçoit, émission réalisée en partenariat avec le Syndicat canadien de la fonction publique. Notre émission qui se nomme D'un côté mais de l'autre. Et aujourd'hui, on aborde le projet de loi 10. Vous le saviez peut-être, c'est une émission mensuelle. À tous les 3e mardis du mois, on se donne rendez-vous ici à CIBL de 13h à 14h pour parler de ce qui se passe dans plusieurs secteurs. Là, cette semaine, on va parler de la santé beaucoup, mais dans les précédentes émissions, on a parlé des chauffeurs d'autobus, on a parlé des agents de bord. Il faut dire que le Syndicat canadien de la fonction publique représente beaucoup de travailleurs. Et pour ce qui est de l'émission d'aujourd'hui, pour ce qui est du projet de loi 10, on va parler avec d'autres gens aussi impliqués dans le dossier. On va, entre autres, en deuxième partie d'émission, à 13h30, parler avec la présidente de Médecins québécois pour le régime public. En fait, c'est la présidente Isabelle Leblanc qui sera avec nous en studio. On parle ici là, d'un groupe de médecins. Il y a aussi des omnipraticiens et des étudiants qui sont impliqués dans ce groupe et on s'oppose catégoriquement au projet de loi qui a été déposé par Monsieur Barrette, bien sûr. Et on va aussi s'entretenir avec Maître Jean-Pierre Ménard. Ça, ce sera vers 13h40. Lui, il a écrit une lettre au ministre Barrette en octobre dernier. Il croit que le projet de loi 10 ne va pas aider les patients et il défend aussi beaucoup les usagers du système de santé québécois. On va entendre son point de vue en fin de l'émission spéciale. Mais pour tout de suite, puisque cette émission est réalisée en partenariat avec le SCFP, on va justement en parler plus en détail. Comment se porte le système de santé québécois? On va regarder aussi les travailleurs qui y travaillent tous les jours. Comment ça se passe? Est-ce que leurs conditions de travail sont bien sûr agréable? Est-ce qu'on doit travailler plus d'heures? Est-ce qu'on est bien rémunéré? On va discuter de tout ça, entre autres avec Serge Morin, qui est le directeur adjoint du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Il travaille pour le SCFP depuis 24 ans et on va tout de suite commencer avec une première entrevue. Alain Tessier qui est en studio avec nous. Lui, il est le coordonnateur des affaires sociales, bien sûr, au Syndicat canadien de la fonction publique. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour, Madame Gagnon. Pour faire un portrait, là, pour nos auditeurs qui seraient pas très familiers, bon, tout d'abord, pour ce qui est du Syndicat canadien de la fonction publique, je le disais, vous représentez énormément de gens et c'est des secteurs assez variés. Mais dans le cas de cette émission d'aujourd'hui, on parle de la santé. Qui sont vos membres? Qui représentez-vous? On représente grosso modo 20 000 péri-soignants et péri-soignantes qui sont répartis à travers toutes les missions assumées par le réseau de la santé. Donc, on va avoir des gens en longue durée, on a des gens dans les hôpitaux, dans les CLSC, dans les agences de développement, à l'intérieur d'une panoplie de corps d'emploi, que ce soit des emplois de bureau, des équipes soignantes, les gens de métier, par exemple. Alors, tous les jobs qu'on retrouve là à l'intérieur du secteur de la santé. Et c'est assez varié? C'est très varié, évidemment. Habituellement, les gens réfèrent, quand on parle de la santé, aux médecins, aux infirmières, mais le réseau de la santé, c'est beaucoup plus que ça. C'est une multitude de travailleurs, travailleuses, qu'on appelle des péri-soignants, qui assument tous les tâches reliées là, pour permettre au réseau de la santé de donner les soins aux citoyens. Et quel est le plus grand défi pour votre travail à vous? Notre défi actuellement, c'est qu'on est constamment confronté à faire plus avec moins. Le réseau de la santé, depuis à peu près 30 ans, a subi année après année des coupures, des restrictions budgétaires, ce qui fait que de plus en plus c'est difficile de livrer la marchandise là, auprès des citoyens du Québec. On est confronté bien sûr à un découragement là, qui devient de plus en plus important. Là. Il y a un essoufflement assez important de la part des travailleurs et travailleuses du réseau. Et au niveau syndical, dans ce secteur-là, est-ce qu'on est beaucoup impliqué ou est-ce qu'on doit encore faire beaucoup de recrutement? Du recrutement au niveau des syndicats, vous voulez dire? Oui, pour aller chercher plus de gens impliqués dans la cause. Comment ça se passe? Est-ce qu'on croit encore à l'importance des syndicats? Heureusement, il y a une relève là, qui commence à apparaître. Les jeunes là, commencent à réintégrer le réseau parce qu'il faut se rappeler que l'embauche dans le réseau a été bloquée pendant assez longtemps. Au milieu des années 90, on est entré dans une ère de coupure assez importante, ce qui fait qu'on a bloqué les embauches. La moyenne d'âge
tâches dans le réseau a donc augmenté de façon importante. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est une arrivée plus importante des jeunes, forcément, parce que les gens de ma génération, évidemment, s'approchent de plus en plus de la retraite. Alors, cette relève-là, on la sent. Là. On la sent beaucoup dans nos instances. De plus en plus de jeunes là, s'impliquent activement. Là. Mais là, vous dites ces jeunes veulent s'impliquer, oui. Mais lorsqu'on regarde au travail, c'est des conditions qui sont pas faciles. C'est difficile. Moi, évidemment, là, je vous parlais des gens qui s'impliquent au niveau syndical. C'est sûr qu'il y a un gros problème d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre dans le réseau à l'heure actuelle. Puis ça se comprend. L'image du réseau, coupure après coupure après coupure, est pas très attractive pour les jeunes là, qui sont en choix de carrière. Quelqu'un qui aujourd'hui constate ce qui se passe là, sur la place publique en termes de coupure, de fusion, au moment de faire des choix, est peut-être moins tenté par le réseau compte tenu du contexte actuel, peut être tenté d'aller ailleurs. Alors ça, on le constate. On a une pénurie de main-d'œuvre annoncée, importante, dans à peu près toutes les catégories d'emploi du réseau de la santé. Et ça risque de pas s'améliorer avec le projet de loi 10 là, qui ajoute là, de façon importante là, à cette problématique-là. Là. Est-ce que cette pénurie-là pourrait s'expliquer par le manque de reconnaissance de ce type de profession? Absolument, absolument. Ça, c'est un problème généralisé, un style de gestion dans les hôpitaux qui est un petit peu archaïque, si vous me permettez l'expression. Les gens sont pas beaucoup impliqués dans tout le processus de prise de décision, d'orientation du réseau de la santé. Ce qu'on constate, parce qu'on vit là, ça fait un certain nombre de réformes qu'on vit, ce qu'on constate, c'est que généralement, la commande est passée d'en haut et rarement, on vient vérifier ou consulter les gens là qui sont en première ligne, là, les artisans du réseau. Là. Alors, évidemment, c'est assez démotivant là, d'être constamment mis de côté. Et les travailleuses qu'on représente, les vivent ces décisions-là au quotidien. Ils se rendent bien compte que une décision statique, théorique, a des conséquences sur la qualité des soins et services qu'on rend à la population. Et à l'intérieur des centres hospitaliers, est-ce qu'on a l'impression aussi que les gestionnaires vont se protéger et que c'est toujours en bas de l'échelle où on coupe, où c'est plus difficile? C'est intéressant comme question. Il y a pas si longtemps que ça. En fait, il y a quelques années, il y a eu l'adoption du projet de loi 100. Le projet de loi 100, son objectif était de réduire les coûts liés à l'administration des établissements. Il y avait des commandes assez précises dans le projet de loi, notamment de diminuer de 10% le personnel administratif. Quand on parle de personnel administratif, dans notre quotidien, on parle d'employés de bureau et on parle de cadres. On a pu constater dans la mise en application du projet de loi 100, que c'est essentiellement de personnel de bureau qui ont été touchés par l'application de cette loi-là. On n'a pas vu beaucoup de réduction au niveau du personnel cadre, alors que de notre point de vue, les besoins étaient beaucoup plus criants au niveau des tâches effectuées par le personnel de bureau. Alors, évidemment, c'est une jungle, là, et on peut, de façon raisonnable, prétendre que les gens en autorité vont être tentés de sauver leur peau avant les gens qu'on représente. Là. Est-ce que vous sentez auprès de vos membres beaucoup de frustration? Parce que vous parliez tout à l'heure de démotivation, mais à un moment donné, on trouve ça aberrant, là, comment ça se passe? C'est difficile d'effectuer le travail quand il y a une dichotomie importante entre la volonté des périssoignants, périssoignantes de rendre des services à la population, parce que c'est d'abord et avant tout des gens qui ont fait le choix de cette carrière-là et qui se rendent compte que entre leur aspiration de donner des soins et ce qui se passe véritablement à cause de décisions qui viennent d'en haut, donc se rendent compte que finalement on leur donne pas les moyens de rendre les services qu'ils souhaitent rendre à la population. Alors c'est sûr que ça c'est une source de démotivation importante, bien sûr. On va justement aussi parler dans les prochaines minutes de négociation de conventions collectives. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Tessier, d'être avec nous en studio dans le cadre de cette émission D'un côté, mais de l'autre pour CIBL Reçoit. Mon plaisir.
CIBL 101.5. On va continuer cette discussion pour parler du secteur de la santé. Cette fois-ci, on va s'intéresser à comment ça se passe pour les travailleurs. On va bientôt devoir renégocier les conventions collectives. Serge Morin est en studio avec nous. Il est le directeur adjoint du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. Monsieur Morin, vous êtes en poste pour ce qui est de ce syndicat depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous en avez vu passer des choses dans le système de santé. Comment ça se passe de façon générale? Qu'est-ce que vos travailleurs ont à dire sur ce que eux vivent dans leur lieu de travail? D'abord, je dirais qu'il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites aux travailleurs et aux travailleuses de la santé au fil des années. On leur a promis une meilleure mobilisation des ressources et je dirais en lien avec ce que vous discutiez justement tantôt, le projet de loi 10, bien, on leur a promis ça avec différents projets qu'il y a eu par le passé où on devait, par exemple, les CLSC devaient être des services de première ligne, devaient être rejoindre la communauté, permettre une meilleur accès aux services dans la communauté, permettre aux personnes âgées qui, sans être hospitalisés ou en soins de longue durée, d'avoir accès à des ressources dans les résidences ou dans leur propre résidence autonome ou semi-autonome. Alors, vous savez, tout ça leur a été promis. Il y a eu des projets de fusion d'établissements qui devaient justement permettre ça. Et aujourd'hui, ce qu'on nous fait encore, c'est une réforme de contenant et non une réforme de contenu. Pendant qu'on laisse les gens, et c'est pas mobilisateur du tout, parce que cette réforme de grande structure-là va s'éloigner davantage encore de la communauté, de la première ligne, des besoins de prévention, des besoins sociaux, des besoins criants sur lesquels il faut travailler pour éviter l'hospitalisation. Alors, je dirais que pendant toutes ces années où on a cru pendant longtemps, regardez le nombre de gouvernements qui nous a promis l'amélioration dans les urgences. Vous savez, il n'y a rien qui s'est amélioré aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? On parle d'une réforme de structure. Est-ce qu'on parle de quel est le problème dans les urgences? Est-ce qu'on parle pourquoi il n'y a plus de médecins dans les CLSC? Nous, quand on nous a promis qu'il y aurait des médecins dans la première ligne, justement, dans les CLSC, on les retrouve plus. On est rendu dans des cliniques privées. Alors, il y a une dichotomie. Est-ce que les cliniques privées vont être fusionnées avec les nouveaux centres, les nouveaux établissements pour garantir ce processus-là d'accès aux soins? Pas du tout. Alors, il y a deux réseaux. Alors, on fusionne un gros réseau, on liquide la première ligne et là, finalement, il faut se trouver un médecin de famille. Est-ce qu'on a résolu le problème du médecin de famille? Vous savez, c'est important un médecin de famille, c'est important pour tout le monde. Mais quand vous avez passé 50 ans, vous avez besoin d'examens annuels pour le cancer du sein, pour prévenir le cancer de la prostate, ces éléments-là. Si vous faites pas votre examen annuel, ben vous avez un problème. Éventuellement, vous allez peut-être être à un stade qui va être plus coûteux, vous allez être plus malade, vous allez devoir aller puis être hospitalisé. Alors, ces promesses-là ont démobilisé le personnel. Et aujourd'hui, les statistiques que l'on a prouvent que 42% du personnel, 62% du personnel de la santé est insatisfait de son travail, alors que c'est l'inverse dans la population en général. Il y a plus de 65% de la population qui est satisfait en général de son travail. C'est l'insatisfaction qui est là au niveau du personnel de la santé. Alors, on n'a pas résolu les problèmes. On est face à un problème très sérieux de motivation et de mobilisation. Là, on parle beaucoup de problèmes. C'est très négatif. Est-ce qu'il y a des solutions concrètes qui pourraient être mises en application et qui aideraient ce système de santé? Bien, d'abord, il faudrait peut-être se retourner vers les ressources puis regarder quel est le problème des ressources. Vous savez, de 2008, il y avait un écart juste sur le plan de la rémunération. La même travailleuse, le même travailleur avec un autre travailleur du reste de l'environnement du travail au Québec, il y avait 2,9% d'écart sur la rémunération globale. Il y en avait un qui était en défaveur du secteur public, mais il était de 2,9. On est en 2008. Aujourd'hui, on est en 2013, on parle d'un écart de 8,3%. Ça veut dire que de 2008 à 2013, il s'est accru un écart sur le plan salarial. Et c'est pire quand on parle des ouvriers spécialisés. Un électricien d'entretien va gagner jusqu'à 30% de moins qu'un emploi équivalent ailleurs. Alors, comment vous faites pour conserver des gens à l'intérieur du réseau qui vont être motivés d'abord parce que l'écart salarial s'est accru considérablement? On explique ça comment, cet écart aussi grand? Pourquoi on ne veut pas augmenter les salaires? Je dirais que les travailleuses et les travailleurs de la santé traînent sur eux un héritage de très longue date de dire qu'ils sont parfois en mission parce que c'est de la santé, on s'occupe des personnes. Et on oublie peut-être, on pense beaucoup, on pense beaucoup aux autres et on pense très peu à soi. La conséquence, c'est que quand il arrive des événements, on est souvent tenté de dire, bon, OK, on va encore contribuer. Le problème, c'est que à chaque événement où il arrive justement le moment de résoudre ces éléments-là, qu'on sort les statistiques puis on dit on s'en va vers un mur,
On sort des éléments très clairs. On parle de la charge de travail. C'est exactement la même proportion inverse de la population qui croit qu'à 60% la charge de travail est raisonnable, alors que dans le réseau, 70% les travailleurs de la santé considèrent que leur charge est déraisonnable, qu'à tous les jours s'empile. Dans l'éducation, c'est pareil. On a une montée faramineuse des problèmes de santé mentaux en éducation, chez les profs, chez les techniciens en éducation spécialisée, chez les professionnels non enseignants. La même chose au niveau de la santé. Si vous faites les statistiques de la SSQ, au niveau de l'invalidité long terme, il y a un problème de santé mentale qui s'accroît. Alors les gens, comme ils donnent aux autres, pensent très peu à eux. Dans cette négociation-ci, on a dit, c'est assez. C'est assez. Il est temps que les gens comprennent que dans le secteur public, cet écart-là peut pas perdurer. Il est temps qu'on résolve aussi un grand nombre de problèmes reliés à des coûts dans le système. Vous savez, prenez juste les ressources informationnelles du gouvernement, par exemple, juste le problème de l'informatique. Si vous faites faire le travail à l'interne, ça vous en coûte entre 250 et 450 par jour. Vous le faites faire à l'externe, ça vous coûte le double. Si vous prenez l'ensemble des ressources au Québec qui sont affectées à ça, c'est 235 millions de dollars qui seraient sauvés en économie si on rapatriait les services à l'interne. Vous savez, le projet de loi 10 espère sauver 220 millions. Juste avec les ressources informationnelles au gouvernement du Québec, on en sauverait 235 millions. C'est des chiffres qui sont publics, qui sont connus. CSS de Gatineau a démontré qu'en faisant faire le travail à l'interne, ça coûtait 1 pièce. Au lieu de 2, en le faisant faire à l'extérieur, on multipliait par 2 les coûts en allant chercher des agences ou en allant chercher des sous-contrats à l'extérieur, plutôt que de faire le travail à l'interne. Mais quand vous n'êtes pas capable de garder vos ressources parce qu'elles sont démotivées, quel goût vous avez si vous gagnez 10, 15 piastres de l'heure de plus? Je calculais, là, qu'il y avait 18 piastres de l'heure de différence chez un électricien d'entretien de l'heure. 18 piastres de l'heure de différence. Il y en a 15 pour une technicienne en génie qui travaille dans le réseau public par rapport au réseau privé. Il y a 10 $ pour un concierge qui travaille dans le privé versus le secteur public. Vous allez faire quoi comme choix dans la vie? Vous êtes jeune, vous avez le goût de travailler. Allez-vous aller dans le réseau? Non. Qu'est-ce qui arrive? Vous avez un problème de pénurie de main-d'œuvre. Vous avez un problème de rétention puis d'attraction. Mais là, je veux pas être plate, Monsieur Morin, mais avec en ce moment les coupures budgétaires, comment vous allez réussir à vous faire entendre et à ce qu'on donne cette augmentation de salaire à ces travailleurs-là qui travaillent dans le système de santé? Écoutez, il y a 2 façons de voir la vie, hein. Dans les colonnes de chiffres, il y a 2 colonnes. Et je dirais même, il y en a 3. Il y a la colonne des dépenses, mais il y a la colonne des revenus. Quand on regarde aujourd'hui les primes faramineuses qui sont données, hein, j'écoutais le débat, là, particulièrement à Montréal, sur le contrat de cessation là, du président de l'Office de tourisme, du directeur général de tourisme, 400 000 $ là, pour son contrat. Là. Vous savez, calculer toutes ces primes-là. Là. Calculer la prime qu'a reçue le docteur Bolduc, entre autres, là, pour avoir ajouté des clients là, dont il n'y aura jamais la chance de s'occuper, qui a probablement juste eu la chance de rencontrer une seule fois. Calculer tous les coûts qu'il y a là-dedans. Calculer que l'imposition au Québec des entreprises a diminué, a pas augmenté, a diminué. Vous savez pourquoi Burger King vient s'installer au Québec? Parce qu'il en coûte moins cher de s'installer au Québec pour l'imposition de ce genre d'entreprise-là. C'est tous des chiffres qui sont connus maintenant. On s'attaque pas à ces problèmes-là. On s'attaque pas à l'évasion fiscale. Nous, on veut s'attaquer à la colonne des revenus. Et on ajoute la 3e colonne, c'est l'investissement. Si demain matin, peu ou de moins en moins de travailleuses et de travailleurs veulent s'investir véritablement dans le réseau public et qui vont trouver du travail ailleurs, il va en coûter le double à long terme. Je vous le dis, faites toutes les études, prenez-les partout. Partout où ce qu'on a donné au secteur à l'extérieur du réseau, les coûts, c'est des données publiques des CSS qui sortent actuellement, qui rapatrient à l'interne les services, ils sauvent de l'argent. Alors, si on est obligé de payer le double à l'extérieur, vous savez, si votre électricien coûte 18 piastres de l'heure de moins à l'intérieur, c'est quand même que vous lui en donneriez un petit peu plus, hein, pour améliorer son sort puis qu'il suive un peu plus le coût de la vie, il va déjà coûter moins cher que la personne qui a 18 piastres de l'heure de plus à l'extérieur. Et il faut ajouter aux 18 piastres de l'heure de plus à l'extérieur que c'est une entreprise, puis une entreprise à l'extérieur, elle fait pas juste payer le salaire de son travailleur, elle ajoute un montant de profitabilité, ce que vous auriez pas à payer dans le réseau. Alors tout ça, c'est de convaincre la population quelque part que l'investissement qui pourrait être fait à long terme va sauver de l'argent au Québec plutôt que d'en coûter. Mais on a une vision à court terme. On est actuellement dans un déficit, on veut résoudre, comme il y a eu par le passé des grandes mesures drastiques dont on paye encore les frais. Souvenez-vous des départs massifs à la retraite. On voulait sauver de l'argent là, on voulait avoir un déficit zéro là. On en parle encore aujourd'hui des conséquences des départs massifs. Qu'est-ce qui est arrivé? On a rappelé des gens à la retraite.
qui étaient payés avec leur régime de retraite et qui rentraient dans le réseau. On avait un problème de main-d'œuvre, on avait un problème d'expérience et ça a été une catastrophe dans le réseau. Alors, faut poser des gestes à long terme, pas des gestes à court terme seulement. Mais lorsqu'on regarde ce que M. Couillard aborde dans les médias, dit publiquement, il parle que d'austérité, on coupe. Est-ce que vous seriez prêt à faire des compromis? Parce qu'on est tous d'accord qu'il faut régler les problèmes dans le système de santé, mais on peut pas non plus tout mettre l'argent dans ce secteur-là parce qu'il y a tellement d'autres secteurs, l'éducation, il y a des problèmes partout en ce moment au Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un consensus? Écoutez, des compromis, je pense qu'on en a fait. Je vous l'ai dit, la dernière négociation, le gouvernement a pu accumuler cet écart-là avec la négociation qu'on a fait. On l'a dit la dernière fois. Il s'est pas fait un écart de 6% augmenté avec les autres secteurs parce qu'on a voulu suivre la situation. On a voulu justement s'assurer que nos demandes étaient raisonnables. D'une négociation 2010-2015, nos augmentations ont totalisé à peu près 6,5%, alors que le reste de la population, quand vous prenez d'autres secteurs, c'est à peu près 2% par année. On parle de 12% d'augmentation pour suivre le coût de la vie. C'est un effort considérable. Et on fait quoi avec cet argent-là qui a fait en sorte que pendant toute cette période-là? Alors, on est prêt à regarder le rattrapage salarial qu'on demande justement dans l'effort qui est consenti. C'est un rattrapage qu'on est prêt à étaler. D'ailleurs, le gouvernement vient de le faire avec d'autres secteurs de la société. Mais il a quand même consenti des augmentations substantielles à d'autres secteurs de la société. Qu'on prend l'entente qu'avec les médecins spécialistes, il y a une entente majeure, il y a des sommes considérables. Et que revendiquaient ces médecins, c'était une parité par rapport à leurs collègues d'ailleurs dans les autres provinces pour éviter l'exode. Mais nous, ce qu'on revendique, c'est d'être capable de suivre le coût de la vie au Québec, de pouvoir nourrir nos familles, de pouvoir continuer à vivre convenablement, puis d'être mobilisé envers le système de santé. Alors, les compromis, je pense qu'on les a faits, puis je pense qu'on est encore capable de regarder des solutions, mais je pense qu'il faut maintenant de la bonne volonté de la part du gouvernement. Parlez-moi du Front commun. Quel est le rôle là, pour les négociations? Mais le Front commun, c'est le plus grand ensemble actuellement de salariés qui représentent les travailleuses et les travailleurs du secteur public. C'est 400 000 travailleuses et travailleurs qui sont regroupés principalement dans 3 grands organismes, là, le SISP, qui regroupe la Centrale des syndicats du Québec, le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, l'APTS, l'Association professionnelle des techniciens du Québec, qui sont regroupés à l'intérieur du SISP, la CSN et la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, qui regroupent... alors, l'ensemble forme ce qu'on appelle le Front commun là, des travailleurs et des travailleuses du Québec. Et pour ce qui est des négociations là, en vue de l'échéance des conventions collectives en avril 2015, les grandes demandes, bon, on a parlé beaucoup de salaire, mais il doit y avoir aussi d'autres choses là, qui seront demandées de la part de vos membres. Oui, on demande d'abord, on le disait encore tantôt, les fusions qui devaient donner, à l'époque avec la loi 30, qui devaient donner une réduction du nombre de cadres dans les établissements. Nos statistiques démontrent que le niveau, les cadres ont doublé par rapport au nombre de salariés qui donnent des soins directs à la clientèle au niveau des établissements. D'où notre inquiétude encore multipliée par 3, par 4 ou par 10 avec le projet de loi 10. Donc, beaucoup plus d'autonomie professionnelle. On est dans un processus où on demande des rééditions de comptes, des statistiques. Ces statistiques-là se rendent nulle part. Hein? On n'a jamais la chance. Ma mère, justement, avait un travailleur social qui venait de se faire dire qu'il fallait qu'il aille voir comment la médication était donnée dans sa résidence. Et, il avait plus le temps de le faire. Il ne faisait que rédiger des rapports. Et il m'annonce que la prochaine fois qu'il va y aller, c'est dans 18 mois, parce qu'il y a des rapports à rédiger, il y a des réditions. 18 mois. Alors, ma mère a 88 ans. J'ai juste dit, j'espère que tu vas repasser puis qu'elle va pouvoir encore te saluer. Mais c'est ça le drame là, qu'on vit actuellement. Alors, on veut que toute cette espèce de processus de reddition-là soit réduit, que ce soit ce qui est essentiel. Écoutez, c'est épouvantable, les échecs qu'il y a dans le réseau. On parle des échecs informatiques, des coûts, etc., etc. Alors, il y a plein d'éléments comme ça. L'autonomie professionnelle, la conciliation travail-famille-études. Dans le réseau, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est extrêmement difficile pour les jeunes familles. Il y a plein de personnes, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, qui préfèrent aller travailler des fois dans le privé, dans des agences, parce qu'ils vont pouvoir choisir leurs horaires. Alors que dans le réseau, c'est le temps supplémentaire obligatoire, c'est des heures. Vous savez, vous faites peut-être plus d'argent, mais quand vous êtes malade, quand vous êtes plus capable, quand vous êtes au bout du rouleau, vous n'êtes pas capable de donner des soins qui sont de qualité. Alors, ça, c'est important, c'est des demandes majeures, la conciliation travail-famille, de trouver des ressources. Et on veut que cesse la privatisation des services. On veut démontrer encore une fois que les coûts sont à l'extérieur, sont énormes, et que si on est capable de garder notre main-d'œuvre, de la mobiliser, on va être capable d'aller chercher des meilleurs soins. Alors, des mesures qui vont combattre ce genre de situation-là où on doit aller
à l'extérieur actuellement pour une série et des coûts énormes, justement parce qu'on comble pas les besoins des personnes salariées. Et lorsque vous regardez ce que M. Couillard fait depuis les derniers mois, avez-vous l'impression que la négociation va bien se passer? Non, je pense que c'est un phénomène. Écoutez, on prépare la population. Malheureusement, il y a une écoute, je veux dire, publique pour une situation. On crie à une certaine forme d'état budgétaire. On l'intériorise et par la suite, on espère que les gens vont dire, c'est vrai, c'est peut-être dramatique, mais on peut pas rien faire. Ce qui est malheureux, c'est qu'on parle pas de toutes les autres solutions qu'on pourrait avoir. Tous les autres débats qui sont faits, comme je le disais tantôt, toutes les réductions d'impôts qu'il y a eu, toutes les réductions de taxation pour les entreprises ou d'imposition pour certaines entreprises qui ont été faites. On a aboli la taxation des grandes corporations. Vous savez ce qui me choque le plus? C'est quand je reçois le bulletin trimestriel d'une des banques puis qui m'arrive qui dit qu'il a fait 300 millions de profits dans ce dernier trimestre-là. Mais vous savez, ce 300 millions de profits-là, ils l'ont pas fait en construisant quelque chose. Là, ils l'ont fait par des investissements, par vos économies, par l'argent qui a été placé. C'est là-dessus qu'ils l'ont fait. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce 300 millions-là? Ils vont en faire un 300 millions par la suite? Oui, il y en avait une imposition avant minimale par rapport à au capital bancaire. Mais il n'y a rien qui est fait. On n'en parle pas. On va demander aux salariés encore d'être moins bien payés, qu'ils vont payer moins d'impôts, ils vont rentrer moins d'argent au gouvernement, alors qu'ils pourraient aller chercher des sources de revenus pour mieux payer leurs travailleurs. On n'a pas fini d'en parler, ça c'est clair. Merci beaucoup, Monsieur Morin. Il est le directeur adjoint du Syndicat canadien de la fonction publique Québec. La discussion se poursuit. Après la pause, on va continuer de parler du projet de loi 10. CIBL 101.5. C'est déjà la 3e émission de CIBL reçoit d'un côté, mais de l'autre. On a commencé tout ça à 13h et là, on va poursuivre notre discussion, bien sûr, jusqu'à 14h pour parler de ce projet de loi 10. Ça fait couler beaucoup d'encre. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, qui en septembre dernier déposait un projet de loi. Il souhaite modifier la gouvernance et aussi l'organisation du système de santé et des services sociaux. Bon, en gros, ce dont tout le monde a parlé, c'était aussi beaucoup l'abolition des agences régionales. On dit, selon les dires de M. Barrette, qu'il veut simplifier l'accès aux services pour les patients. On veut augmenter l'efficacité du réseau. Et je vais avouer, tout comme vous, chers auditeurs, que pour moi, lorsqu'on écoute au départ, ce projet de loi, on se dit, il me semble que c'est positif. Il me semble que c'est le patient qui sera gagnant. On va nous donner plus de services. Il y aura plus de ressources pour nous lorsqu'on va se rendre à l'urgence, à la clinique. Mais lorsqu'on étudie davantage le dossier, lorsqu'on parle à des intervenants, il y a beaucoup de gens qui s'y opposent. On va tout de suite s'entretenir avec la présidente de Médecins québécois pour le régime public, Dr Isabelle Leblanc. Bonjour. Bonjour. Expliquez-nous pourquoi votre groupe est vraiment en désaccord avec ce projet de loi 10. Mais je pense que vous avez, ce que vous dites en parlant du projet de loi, c'est vrai. On entend Dr Barrette parler, ou on lit le préambule du projet de loi, ça parle d'accès aux soins, de simplification, de meilleurs soins pour les patients. Puis ensuite, on regarde le projet de loi, puis ça n'a rien à voir avec ça. Le projet de loi, c'est une réforme totalement administrative. On va couper des postes, on va couper les agences. Ça parle pas des patients. Il y a jamais le mot patient dans le projet de loi, 1 ou 2 fois le mot usager. Puis on voit pas en quoi ça va améliorer. C'est comme si on disait pour régler vos allergies, je vais vous amputer un bras. Ça n'a aucun rapport avec le problème qui va régler. Là. Donc c'est ça. Mais c'est drastique. C'est vraiment comme une amputation. On sait pas où est le diagnostic. On nous dit que c'est pour sauver de l'argent. Alors, récemment, il a dit aussi que c'était quelque chose qui allait être temporaire parce qu'il se donne en fait tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs vont titulaire du ministère de la Santé. C'est lui qui va nommer tout le monde sur les conseils d'administration. Puis si les conseils d'administration font pas ce qu'ils veulent ou des choses qui va pas selon lui, il peut juste les enlever de leur poste puis mettre quelqu'un d'autre à la place. Et il dit lui-même, c'est des pouvoirs qui sont effectivement excessifs, mais c'est parce qu'il veut faire sa réforme en 4 points et ensuite on verra. Mais ce projet de loi-là est vraiment, vraiment effrayant selon nous. Pourtant, M. Barrette, lorsqu'il a décidé de faire le saut en politique, il disait avoir
avoir la solution, lui qui arrivait justement du système de santé. Ça, c'est quand tu étais dans l'autre partie, qu'il y avait une plateforme tout à fait différente que là, ce qu'il est en train de faire. Lorsqu'il était, bien sûr, avec la CAQ. Oui. Maintenant, là, qu'on lui a donné ce siège de diriger le ministère de la Santé, on se croisait les doigts, on se disait que ça pourrait être positif. Pourquoi, là, il fait erreur sur toute la ligne? Ben, je pense qu'il y a peut-être une vision d'ensemble dans sa tête de comment les choses doivent fonctionner, mais clairement, il sait pas c'est quoi la première ligne, il sait pas c'est quoi au quotidien. C'est un projet de loi, on parle beaucoup de la santé, mais en fait, ça affecte aussi tous les services sociaux. Les méga fusions, ils vont prendre dans un territoire, ils vont mettre les hôpitaux, les CLSC, mais aussi les centres jeunesse, les centres de réadaptation, les maisons pour les gens qui ont des déficits moteurs ou intellectuels, ils vont tout mettre ça ensemble sous la même gouvernance, là, c'est le mot à la mode. Un seul groupe qui va gérer tout ça. Ils peuvent pas savoir sur le plancher des vaches ce qui se passe à tous les niveaux, c'est quoi les besoins, c'est quoi les choses à régler, c'est quoi les bons coups, c'est quoi les mauvais coups. Donc, je pense qu'avec l'idée de pouvoir tirer toutes les fils de la marionnette à lui tout seul, ça pose un problème dans ce qui va se passer à la première ligne. Peut-être que ces principes sont bons, qui sait, mais dans l'application, ça fonctionnera pas, c'est clair. Puis ça, tous les intervenants du milieu de la santé sont allés en commission parlementaire pour dire, on voit pas comment ça va se faire, on voit pas comment ça va fonctionner, puis il va quand même, je pense qu'il écoute pas ce qu'on dit, il va quand même aller de l'avant avec son projet. Donc le manque d'écoute, c'est aussi quelque chose qui est très effrayant. Pour ce qui est des fusions, pour nos auditeurs, lorsqu'on pense fusion, on se dit peut-être moins de bureaucratie. Est-ce que ça va vraiment aider tout ça? Ben, on voit pas vraiment comment il va y avoir moins de bureaucratie. La dernière fois, ils ont fait des fusions, ils ont essayé de diminuer la bureaucratie. Ça a duré pendant 2 ou 3 ans. Puis par la suite, il s'est créé des cadres à nouveau parce qu'on en a besoin. Il peut pas y avoir une personne assise dans une tour d'ivoire en train de gérer ce qui se passe dans un centre jeunesse, dans un CLSC, puis dans un hôpital en même temps. Puis on sait aussi que ces grosses structures-là, elles vont tourner autour de l'hôpital. Puis c'est pas de ça dont on a besoin au Québec en santé en ce moment. On n'a pas besoin encore plus de méga hôpitaux, encore plus de méga structures. On a besoin des gens qui s'occupent de ce qui se passe en première ligne, en deuxième ligne, de ce que le patient vit. Et vous travaillez à Montréal. Comment ça se passe en ce moment? Est-ce que le réseau se porte mieux depuis la dernière décennie? Ben, on commence à peine à se remettre, en fait, des dernières fusions, là, 2005-2007. Ça a été vraiment très difficile pour tout le monde de se remettre avec les CLSC qui devenaient les CSSS, avec toutes les structures soi-disant simplifiées, mais qui sont 1000 fois plus complexes. Je pense pas que les patients s'en portent nécessairement mieux. Il y a, encore une fois, dans certaines régions, peut-être des endroits où ça a amélioré un petit peu parce que les gens ont été mis à contribution dans la façon dont ça a été fait, mais je pense pas que le réseau se porte nécessairement mieux. Vous avez déposé un mémoire. Mm-hmm. Que disait-il, ce mémoire? Ben, notre mémoire disait que c'est un projet de loi qui est extrêmement dangereux, qui a été fait trop rapidement, sans aucune consultation, qui semble être vraiment déconnecté de la réalité. Et notre grande crainte, nous, c'est que ça va ouvrir à la privatisation. Le projet de loi parle beaucoup de sous-traitance ou de corridors d'accès fixe, donc de s'assurer que si le gouvernement n'arrive pas à fournir les soins que lui devrait fournir, il peut sous-traiter à des agences ou sous-traiter, qui sait, à des entreprises privées. Puis ça, c'est quelque chose qui nous fait très, très peur. On sait qu'en général, les entreprises qui font de la sous-traitance, ils sont pas là, c'est pas des organismes à but non lucratifs. Là, dans la plupart des cas, c'est des organismes à but lucratif. Puis ça a jamais été prouvé d'améliorer les coûts parce qu'il faut tout le temps qu'il y ait des bénéfices qui soient faits quelque part. Donc, nous, on a très peur que ça ouvre clairement la privatisation active. Aussi, est-ce qu'on appelle la privatisation passive? C'est-à-dire, ben, si vous déstabilisez le système pendant 3 ans, que les gens vont peut-être avoir un peu plus de difficultés à avoir accès aux soins parce que la structure va être en train de se reformer. Il va y avoir l'entreprise privée qui va se mettre là-dedans puis qui va essayer de prendre la place de l'endroit où les soins n'auront pas été donnés, tant pour les soins médicaux que pour les soins encore plus de services sociaux, parce que ça, c'est aussi le grand oublié quand on en parle. Ça fait partie des structures qui sont fusionnées, mais on voit pas vraiment comment ça va pouvoir être géré de la même façon qu'un hôpital. Quand on regarde le système de santé, où dépense-t-on mal l'argent? Ben, clairement, dans l'industrie pharmaceutique, là, c'est le plus gros poste de dépenses. Là, on n'arrête pas de parler de la hausse de dépenses en santé, mais clairement, une des grandes hausses, c'est au point de vue des médicaments. Puis ça, il y a plein de solutions qui pourraient être envisagées pour essayer de diminuer les dépenses en termes de pharmaceutique. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle la pertinence. Donc, s'assurer que tous les tests qui sont nécessaires soient faits, mais ceux qui sont pas nécessaires soient pas faits. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire plein d'IRM, par exemple, plein de tests d'imagerie médicale ou plein de tests de sang. On a l'impression que plus on a de tests, mieux c'est, mais c'est
c'est pas tout le temps vrai. Puis peut-être des fois de s'arrêter puis se dire, OK, on va vraiment faire ce qui est le mieux pour le patient devant nous, puis pas juste demander tous les tests possibles et imaginables. C'est sûr que le salaire des médecins, c'est aussi dans l'équation, le salaire des gens qui travaillent dans le système de la santé, mais c'est vraiment clairement la pharmaceutique qui est notre gros poste de dépense où on dépense mal, puis on pourrait faire, je dirais, des évaluations qui disent si c'est le fameux projet de Pharma Québec, là, ou un projet du même genre, ça pourrait sauver plus qu'$1 milliard, là. C'est complètement fou. Quand on essaie de faire on change toute la structure pour 220 millions de dollars, peut-être qu'il faut s'arrêter pour regarder c'est quoi les vrais problèmes. Donc, il y a des problèmes, mais il y a aussi des solutions et tout ça est peut-être causé un peu en raison de la mauvaise gestion. Ben, mauvaise gestion ou peut-être qu'une gestion qui a peut-être pas été pensée en fonction du patient. Encore une fois, des fois, les structures sont là pour gérer des structures, puis oublie un peu, on a aussi depuis une quinzaine d'années commencé à gérer le système de santé comme une entreprise privée. Hein. On parle beaucoup de dépenses en santé, on parle jamais qu'en fait une dépense en santé c'est aussi un investissement dans la santé de la population. Peut-être que la meilleure façon de gérer un système de santé c'est pas d'avoir 2 colonnes avec les bénéfices puis les pertes. Donc une mauvaise gestion, je sais pas. C'est sûr que ça peut être amélioré, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font leur possible puis que c'est peut-être très gros puis qu'on a peut-être pas la bonne technique en gérant ça comme on gère une PME, par exemple. Parmi les autres dossiers que vous surveillez de près pour ce qui est des médecins québécois pour le régime public, on parle aussi beaucoup des frais accessoires. Il y a beaucoup de patients qui vont payer des frais lorsqu'on va dans les cliniques, tout ça, et parfois on serait pas censé payer des sous, là. C'est ça. Donc, en ce moment, c'est un de nos gros dossiers qu'on essaie depuis 2 ou 3 ans de régler, là, mais avec l'aide de certains partenaires. Oui. Donc, c'est possible quand vous allez chez le médecin qu'on vous demande de payer, et la plupart du temps, c'est pas légal. Parfois, ça peut être légal, c'est par exemple pour des médicaments, mais ils sont supposés seulement vous facturer le coût du médicament, disons que si vous injectez avant de vous enlever un grain de beauté. Mais malheureusement, souvent, ils vont vous facturer 10 fois, 15 fois, 100 fois le prix du médicament. Là, les gouttes pour les yeux chez l'ophtalmologiste, c'est un des exemples les plus communs. Puis, ça fait que les patients, des fois, ils n'ont pas les sous pour aller voir le médecin, alors que tout ce qui est médicalement requis devrait être couvert par l'assurance maladie et selon la loi est couvert par l'assurance maladie. Il y a des gens qui s'empêchent d'aller voir un médecin, un spécialiste ou un médecin de famille qui va leur demander des frais d'ouverture de dossier, ce qui ça est tout à fait illégal, parce que les patients, ils sont vraiment pris, ils n'arrivent pas à trouver un médecin, donc des fois, ils vont consentir à payer pour des choses qu'ils ne devraient pas payer. Donc ça, c'est un gros dossier pour nous. On a déjà rencontré l'ancien ministre de la Santé, Dr Hébert. On avait rencontré le directeur de la RAMQ. Récemment, il y a un recours collectif. Donc, il y a des patients qui ont fait, en fait, une plainte, une mise en demeure au Collège des médecins. La RAMQ et le ministère de la Santé sont poursuivis, en fait, dans un recours collectif pour ça. Donc, on a saisi cette occasion-là pour reparler à nouveau des frais accessoires, pour remettre ça un petit peu sur la place publique, pour informer les patients d'abord de ce qui est permis et pas permis de facturer. Puis surtout, plus on en parle, je pense plus il y a des chances que ça se règle parce que vraiment, encore, c'est quelque chose dont nos patients souffrent au quotidien. Oui, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment su. J'en suis un bon exemple. Récemment, je suis allée voir une allergologue et on m'a demandé de payer 10 $ avant la consultation. J'ai payé, j'ai pas posé de questions. J'aurais peut-être dû, mais comment on fait? Là, on se retrouve face à une secrétaire qui nous demande de payer et si on ne paie pas, on voit pas le médecin. Comment on peut savoir? C'est ça, c'est que on se retrouve vraiment dans une situation le médecin a le pouvoir sur le patient en général. Comment savoir? D'abord, il faut toujours avoir une facture. C'est comme dans n'importe où ailleurs dans le monde, mais il faut toujours demander une facture. Puis s'il refuse de vous faire une facture, il faut vraiment se poser des questions. Le site de la RAMQ, donc si vous allez sur le site de la Régie de l'assurance maladie du Québec, vous cherchez frais facturés par un médecin, il y a une liste de ce qui est permis et pas permis. Si vous allez sur le site web de Médecins québécois pour le régime public, on a un outil. Donc, on a en fait, vous allez là à droite sur notre page web, vous allez avoir une liste de ce qui est permis et pas permis de facturer, avec quoi faire si jamais on vous demande de payer pour ces frais-là. Donc, à qui vous plaindre ou comment refuser. Mais c'est sûr que idéalement, tout le monde se plaindrait à chaque fois, mais quand c'est votre médecin qui vous demande de payer, les gens sont pas en position en général de refuser. Là. Quand ils sont tout nus sur la salle la table d'examen, ils vont pas se lever et partir. Est-ce qu'il y a d'autres genres d'abus comme ça qui peuvent être faits par des médecins? C'est vraiment celui qu'on voit le plus, puis c'est de l'abus, mais en même temps, souvent les médecins sont pas au courant. Les gens lèvent tout le temps un peu les yeux au ciel quand je dis ça, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école de médecine, puis nos collègues le font, on pense qu'on peut le faire. Les fédérations médicales, en fait, fournissent une liste de prix. Donc,
Donc, si vous voulez facturer vos patients pour ceci, voici combien vous pouvez le facturer. Puis la moitié de ces frais-là sont pas vraiment légaux si on regarde avec des avocats, si on demande aux avocats. Mais c'est les choses en général, c'est des frais. Donc, avoir à sortir votre carte de guichet automatique en même temps que votre carte d'assurance maladie, en général, c'est pas nécessaire. Ça sent pas bon. C'est ça. Pour ce qui est de Médecins québécois pour le régime public, quelles seront là les choses qui seront à votre agenda pour les prochains mois? Qu'allez-vous faire là, pour le projet de loi 10, entre autres? Avez-vous pris des engagements ou avez-vous des rencontres? Ben c'est sûr que comme le projet de loi 10, je pense que c'est un des premiers projets de loi qui sème l'unanimité dans notre système de santé. Là, tout le monde est contre. Donc, je pense que ça, il y a beaucoup de réunions avec des partenaires, des gens qui sont dans le milieu de la santé, des gens même qui sont des chercheurs en santé, tous les gens qui sont allés à la commission parlementaire en disant non, ça fonctionne pas, ça marche pas pour nous. On va tous préparer notre réaction parce qu'on pense pas qu'on a été entendu. On a peut-être été entendu, mais pas. Bon, c'est ça, on n'a pas été entendu. En fait, ils nous ont écoutés, mais pas entendus. Donc, il faut penser à la prochaine étape. Il y a eu des lettres ouvertes, une lettre ouverte qui est sortie il y a quelques jours dans les journaux. Il y en a une autre d'autres collègues qui est sortie aujourd'hui dans les journaux. Je pense qu'on va essayer de ramener l'opinion publique le plus en plus sur le projet de loi 10, puis on va se préparer pour ce qui va arriver après, parce qu'il nous l'a dit clairement, Dr Barrett, qu'il y a d'autres projets de loi qui s'en viennent. Le projet de loi 10 parle absolument pas de la première ligne, la médecine de famille, donc on s'attend à ce que le prochain, ça soit là-dessus. Il faut aussi remettre en question l'austérité, la raison pour laquelle on nous vend tous ces projets de loi-là, c'est en disant, bon, on est dans le rouge, on n'est plus capable de fonctionner, l'État coûte trop cher, mais des fois, il faut peut-être aussi s'arrêter, regarder ces chiffres-là, puis dire, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment la crise, comme on essaie de nous le dire, ou est-ce qu'on c'est une campagne de peur pour faire qu'on accepte des choses qu'on n'accepterait pas sinon? Donc, on va vraiment travailler sur l'information puis la mobilisation avec nos membres puis avec des membres associés. Je suis curieuse de savoir pourquoi vous aviez envie de devenir docteur, parce qu'on parlait tout à l'heure avec des gens du syndicat canadien de la fonction publique et on parlait beaucoup de découragement. C'est pas facile de travailler dans le système de santé. Vous, quelle était votre motivation? Ben, on dit tous quand on va entrer en médecine à notre première entrevue qu'on veut aider les gens, mais je pense que c'était vraiment vrai. Je voulais avoir un impact sur les gens. Je voulais utiliser, mes aptitudes de communication puis mes aptitudes intellectuelles pour aider les gens du mieux que je pouvais. C'est quelque chose qui m'attirait. Je suis pourtant pas une grande scientifique, mais c'est quand même quelque chose qui m'attirait. Puis j'avais l'impression aussi, il y a quand même beaucoup de médecins qui ont servi à changer un petit peu le paysage social. Fait que je me disais, en voyant les gens de près, en voyant la souffrance des gens, en aidant à diminuer la souffrance des gens, puis en les aidant à être plus en santé, peut-être que moi aussi je pourrais faire une différence. J'avais vraiment envie de faire une différence. C'est sûr que je connais quand même peu de gens qui vont en médecine pour des mauvaises raisons. La plupart des gens qui vont en médecine, c'est pour aider leurs prochains ou pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est vrai qu'avec le temps, il se crée du découragement. Je pense encore plus chez d'autres professionnels de santé, mais chez les médecins aussi. Là, c'est pas tout le temps un travail facile. Puis, on entend tout le temps dire que le système va pas bien, le système va pas bien, le système va pas bien. Des fois, il faut s'arrêter puis se dire, le système, il va quand même pas si mal que ça. Les gens vraiment malades au Québec, ils ont des soins. Malheureusement, c'est ceux qui sont pas très malades ou pas encore malades, qui n'ont pas beaucoup accès, puis c'est là-dessus qu'il faut travailler vraiment. Merci beaucoup, Madame Leblanc. C'était Dr Isabelle Leblanc, présidente de Médecins québécois pour le régime public. Vous avez peut-être entendu parler en octobre dernier de Maître Jean-Pierre Ménard. Il a écrit une lettre au ministre Barrett parce que lui, il voulait défendre les usagers du système de santé. Maître Jean-Pierre Ménard qui est spécialisé en droit médical. Monsieur Ménard, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, expliquez-nous de quoi traitait cette lettre que vous avez envoyée à Monsieur Barrett. Alors, essentiellement, c'est que cette lettre-là analysait le projet de loi numéro 10 pour voir un peu l'impact sur les usagers. Est-ce que ça permettrait effectivement d'améliorer le sort des citoyens usagers par rapport au système de santé? Parce que ce qui arrive, c'est que ce projet de loi-là disait à son article 1 que le but du projet de loi, c'était d'améliorer l'accessibilité, qualité, sécurité des soins, puis améliorer l'efficience et l'efficacité du système de santé. Alors donc, moi, j'ai analysé comme faut le projet de loi avec cette grille-là, si on veut.
Alors, au niveau de l'accessibilité, parce que c'est un problème majeur, actuellement, l'accessibilité des soins, les attentes sont beaucoup trop longues, puis évidemment, il y a des gens qui subissent préjudice de ces choses-là aussi. Alors donc, est-ce que ce projet de loi-là permet d'améliorer l'accessibilité des soins? Puis ce que je disais, c'est qu'a priori, fusionner ensemble des boîtes qui sont déjà assez grosses, puis tout mettre ça dans un seul établissement, sur le plan de l'accessibilité, ça règle pas beaucoup de problèmes. Parce que, par exemple, fusionner ensemble 2 centres de services sociaux, il y a déjà des longues listes d'attente pour les soins à domicile, là, ou pour les besoins des personnes âgées. Mettez-les ensemble, puis la liste d'attente ne s'efface pas, là, elle va demeurer aussi longue qu'elle est là. Les salles d'urgence, même principe aussi. Si on n'a pas une bonne première ligne en termes de clinique médicale puis de soins à domicile et tout ça, les hôpitaux qui vont maintenant être fusionnés en un seul établissement, il n'y aura pas moins d'attente des salles d'urgence. Alors bref, au niveau de l'accessibilité, ce projet-là ne réglait pas grand-chose. Il n'y avait aucun article dans le projet de loi qui portait sur la qualité et la sécurité des soins. Donc, contrairement à ce qu'a dit l'article 1 du projet de loi, il n'y a aucune mesure nouvelle là-dessus qui va améliorer les choses. L'efficience et l'efficacité, ce que je disais essentiellement au ministre, c'est que vous ne pouvez pas améliorer l'efficience et l'efficacité si vous ne vous attaquez pas en premier lieu de tout à la manière avec laquelle la pratique médicale est organisée et fonctionne. Tant qu'on ne re-questionnera pas le mode de fonctionnement de la pratique médicale, incluant le financement, incluant l'organisation, etc., on ne sera pas capable de régler les problèmes d'efficience et d'efficacité, qui implique effectivement aussi un impact sur l'accessibilité, qualité, sécurité des soins. Alors, on dit ce projet de loi-là, c'est un projet qui centralise énormément de pouvoir entre les mains du ministre, donc qui fait du ministre le principal décideur. Ce que ça veut dire, c'est que tous les lobbies vont se faire pression sur le ministre pour avoir des changements. On disait que dans ce contexte-là, le lobby des pharmaceutiques, des médecins et tout ça, c'est des lobbies qui sont puissants, puis le lobby des patients, à côté de tout ça, ça fait pas le poids. Alors, donc, les patients vont risquer fort d'être lésés par ça. Puis le fait de faire de super établissements, ça enlevait aussi le peu de pouvoir que les citoyens avaient déjà, parce que les comités d'usagers peuvent nommer 2 personnes au conseil d'administration. Là, on va passer à 1, puis c'est plus les comités qui vont les désigner, c'est le ministre qui va les désigner. Alors, il y a une perte d'influence aussi des usagers qui était déjà pas grosse d'avance. Là, il n'y en a plus, pratiquement plus. Alors, on disait donc tout ça, là, on a de la misère à percevoir où ce projet-là est un projet pro-patient, pro-usager, pro-citoyen. Il y avait vraiment des éléments problématiques. Est-ce que votre lettre a été entendue? Avez-vous une réponse? Non. Le ministre a simplement dit que le projet était transitoire et que peut-être qu'on se fait des épouvantails parce qu'il y avait une conséquence directe aussi. C'est qu'en créant des super établissements, des immenses établissements qui vont s'appeler les centres intégrés de santé et services sociaux, les gens vont perdre un droit important, c'est le droit de choisir leur milieu de soins. Parce que la loi dit qu'actuellement, l'article 6 de la loi dit qu'un patient a le droit de choisir l'établissement duquel il va avoir des services. Alors, quand on a adopté la loi, il y avait environ 1000 établissements. Par exemple, un CHSLD, un centre d'hébergement de soins de longue durée, c'était un établissement. Alors, avec les fusions, ils ont perdu ce statut-là. C'est maintenant intégré dans un beaucoup plus gros établissement qui s'appelle le Centre intégré de santé et services sociaux. Fait que là, donc, le droit de choisir, on va avoir le droit de choisir son centre intégré de santé et services sociaux, mais à l'intérieur du CI3S, on pourra plus, on n'a pas comme tel le droit de choisir dans quel centre de service on veut recevoir des soins. Donc, le CI3S va pouvoir décider, par exemple, quelqu'un, par exemple, qui va être hébergé, c'est le CI3S qui va décider dans lequel de ces centres il va être hébergé, puis ça sera seulement le centre choisi par la personne. Même chose en santé mentale, même chose dans d'autres domaines aussi. Alors, c'est clair que pour nous, ça nous inquiétait beaucoup parce qu'il y a une perte aussi importante pour le citoyen du droit de choisir son milieu de soins. Il faudrait absolument qu'on modifie la loi pour rendre ça compatible, puis le ministre n'a rien annoncé là-dessus. Alors, il y a une perte importante pour le citoyen là aussi. Vous êtes avocat spécialisé en droit médical. De ce que je comprends là, à la lecture de la lettre que vous avez rédigée, vous êtes vraiment pas très fier du travail de M. Barrette. Là. Ce qui arrive, c'est qu'écoutez, c'est avec respect pour le Dr. Barrette, c'est une réforme qui passe à côté, donc qui poursuit d'autres objectifs. C'est pas vraiment, c'est pas une loi qui, d'après moi, devrait avoir un effet significatif pour améliorer l'accessibilité, qualité, sécurité des soins, efficience et efficacité. C'est une loi qui va donner énormément de pouvoir de contrôle au ministre, pouvoir de rationalisation. On annonce tout ça, on parle d'accessibilité dans un contexte supérieur, on fait des coupures pour rendre les soins encore moins accessibles. Il y a une discordance dans le discours. Alors, écoutez, c'est sûr que le ministre a son agenda, c'est sûr qu'il y a sa vision. Puis écoutez, là, en commission parlementaire, presque tout le monde il a dit qu'il était à côté de ses bottines, et il écoute pas beaucoup. Bon, alors, presque tous les groupes d'usagers, ils ont dit aussi que ça n'avait pas de bon sens, que c'était pas une bonne loi.
Alors, écoutez, je pense que le ministre de la Santé devrait au minimum écouter un petit peu ce que la population pense de ces projets. Puis devrait aussi, je pense, parce que tout le monde a dit, écoutez, cette manière de réformer le système de santé dans ce contexte-là ou de cette manière-là. Les expériences qu'on a ailleurs sont vouées à l'échec. On a l'expérience des premières fusions de 2003, ça n'a pas amélioré du tout l'accessibilité, ou presque pas. On a les mêmes problèmes en 2003 on a les mêmes problèmes en 2014 qu'on avait en 2003. Les places en hébergement sur une longue durée sont pas plus accessibles. Les soins à domicile sont aussi mal organisés. En santé mentale, on instaure un guichet unique. Il faut presque avoir un guichet unique pour avoir accès il faut presque passer par un guichet unique pour accéder au guichet unique. Puis une fois qu'on a passé le guichet unique, les services sont pas là. Alors écoutez, il y a des choses importantes à regarder, puis avant de brasser des structures, puis d'antagoniser le réseau, parce que là, le ministre se met tout le réseau à dos, là. Comment qu'on va réussir une réforme comme ça si le réseau collabore pas, puis ces gens font ça à reculons, puis ça fait dans un contexte de brassage puis de lutte de pouvoir, là. Alors, où sont les gains pour les citoyens là-dedans? Moi, je me le demande. J'ai déjà posé la question plutôt à un autre intervenant, mais comment se fait-il que M. Barrette, qui nous arrive du système de santé, ne soit pas à l'écoute de ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Est-ce que c'est qu'il a eu une commande et là, il veut mettre tout ça en application? Écoutez, c'est difficile de savoir c'est difficile à comprendre une attitude comme ça, parce que normalement, un ministre qui gère un aussi gros réseau, aussi complexe, puis aussi étendu, puis aussi qui touche autant les citoyens, on serait en droit de s'attendre qu'il soit un peu plus à l'écoute, puis qu'il fasse attention aussi dans ses choix. J'ignore qui c'est qui le conseille, je ne sais pas s'il y a une commande, je ne sais pas si c'est sa vision à lui. Je ne sais pas si c'est lui qui commande plutôt, je ne sais pas du tout, mais c'est une vision qui est très, très, très mécanique, là, puis qui repose sur un certain nombre de raccourcis. Alors, c'est clair que là, ce qui est malheureux, c'est qu'évidemment, à cause du fait que le gouvernement a la majorité à l'Assemblée nationale, la réforme va passer avec presque pas de modification. Et là, on va plonger le système de santé dans un chaos de réforme pour un bout de temps. Là, ça va prendre un bout de temps avant que le système se remette sur pied. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau des grandes orientations. C'est sûr qu'à court terme, quelqu'un qui a besoin de soins d'urgence, il va les avoir. Okay? Mais quand on parle de choses, surtout pour les problèmes qui se posent surtout pour les soins qui ne sont pas d'urgence immédiate, les soins peut-être médicales, comme par exemple en déficience intellectuelle, on a des délais d'attente qui sont faramineux, qui sont monstrueux. Dans plusieurs situations, on a des problématiques qui sont lourdes. Puis c'est clair qu'un brassage comme ça, c'est difficile de voir où ça va, comment ça va être une solution à tout ça. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ménard, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler. Je vous rappelle que Maître Jean-Pierre Ménard est un avocat spécialisé en droit médical et il a aussi envoyé une lettre au ministre Barrette en octobre dernier sur le sujet. Bonne fin de journée. CIBL 101.5. Une émission qui aurait facilement pu être de 120 minutes. C'est tellement un sujet complexe pour le projet de loi 10. C'est pas simple à comprendre. Très difficile de déchiffrer tout ce projet de loi qui a été déposé par le ministre Barrette et aussi de comprendre tous les enjeux, que ce soit pour les travailleurs qui sont dans les centres hospitaliers ou pour ce qui est des patients. On a essayé aujourd'hui de faire un peu la lumière sur ce projet de loi. C'était bien sûr CIBL reçoit, émission réalisée en partenariat avec le syndicat canadien de la fonction publique. Et je remercie nos invités d'aujourd'hui. On a parlé en début d'émission avec Alain Tessier, coordonnateur des affaires sociales du syndicat canadien de la fonction publique. Serge Morin était aussi en studio. Il est le directeur adjoint du SCFP Québec. Il y avait aussi, au début de la deuxième partie de l'émission, la docteure Isabelle Leblanc, qui, elle, est présidente de Médecins québécois pour le régime public, qui nous parlait de leur, justement, réserve à propos du projet de loi 10. Et on complétait l'émission avec Maître Jean-Pierre Ménard. Je vous donne un rendez-vous pour le mois prochain, 16 décembre. On va parler de la question de l'énergie. On va, entre autres, s'entretenir avec l'Institut de recherche en économie contemporaine. On va aussi parler d'électrification des transports. Je remercie Carlo Bellomo qui était à la technique aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie Gagnon et je vous invite à aller faire un tour sur le site de CIBL si vous voulez réécouter l'émission du mois dernier, CIBL105.com pour avoir plus de détails. Bonne fin de journée.